Salut, c'est Anna, je suis docteur en astrophysique et aujourd'hui on va se poser une question spéciale insomnie. Sommes-nous seuls dans l'univers? On s'est déjà tous posé cette question, mais est-ce qu'on est vraiment capable d'y répondre, nous simples terriens? Bienvenue dans le nouvel épisode de Space Apéro. L'exemple le plus connu de quelqu'un qui s'est posé cette question au XXe siècle, c'est le physicien prix Nobel Enrico Fermi. Il a posé la réflexion suivante. Rien que dans notre galaxie, il y a des centaines de milliards d'étoiles qui ressemblent plus ou moins à notre Soleil. Imaginons maintenant que ces étoiles ont elles aussi des planètes. Il serait quand même vachement probable que la vie existe sur au moins certaines d'entre elles. On sait en plus que notre Soleil et donc la Terre sont relativement jeunes dans leur évolution à l'échelle de l'univers. Du coup, dans les autres systèmes plus vieux, avec des planètes donc plus anciennes, il est facile d'imaginer qu'il pourrait y avoir des civilisations plus avancées. De cette réflexion de Fermi naît la question suivante. Pourquoi on n'a encore jamais été contacté par des extraterrestres? C'est ça le paradoxe de Fermi, cet univers immense et personne à l'autre bout de la galaxie qui nous est encore contacté sur notre 06. La question de savoir si les aliens existent peut sembler bien vaste et difficile à répondre. Nous, on va faire les choses un peu plus sérieusement. On va voir comment les scientifiques décortiquent un problème pour essayer de trouver une solution. On va continuer de suivre le raisonnement de Fermi, mais oublions l'univers et concentrons-nous sur notre galaxie, c'est déjà assez énorme. On se pose donc la question suivante. Est-ce qu'il y a d'autres civilisations qui pourraient nous contacter dans notre galaxie? On va se pencher sur le travail d'un autre physicien, Frank Drake. En 1961, il propose de mieux réfléchir au problème à travers la création d'une équation. Il va donc d'abord chercher à identifier les points importants du problème et donc à décomposer notre question en plusieurs facteurs indépendants. Attention les yeux, voici l'équation de Drake. C'est une formule mathématique, pas de panique, prends ta serviette, et si t'as pas encore lu le guide du voyageur galactique, tu peux le rajouter sur ta to-do list. Ici, on va expliquer chaque composante de cette équation qui va nous permettre de chercher le résultat n. N, c'est le nombre de civilisations qui pourraient nous contacter dans notre galaxie. Ok, on cherche n. Concentrons-nous à présent sur tous les autres facteurs qui amènent à ce résultat. Les différents facteurs vont nous permettre de faire un tour d'horizon des connaissances de la science sur le sujet. Le premier facteur de l'équation, c'est R étoile. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de nouvelles étoiles qui se forment dans notre galaxie en un an. Ici, on parle d'étoiles, c'est-à-dire de boules de gaz en fusion plus ou moins semblables à notre Soleil. Alors pourquoi chercher le nombre d'étoiles? C'est pour avoir une idée du nombre de systèmes solaires potentiels dans notre galaxie. Comme on verra plus tard, la science n'est pas forcément capable de déterminer précisément tous les facteurs, mais pour R étoile, la science a une réelle idée grâce à l'observation de galaxies similaires. Et en un an, il se forme seulement 1 à 3 nouvelles étoiles dans notre galaxie. Ça peut sembler assez peu, vu que notre galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles, mais comme elle existe depuis 13 milliards d'années, au final ça se tient. R étoile, c'est bon. Puisqu'il semble probable que la vie nécessite au moins une planète pour se former, la prochaine étape est de savoir parmi ces étoiles quel pourcentage est entouré d'au moins une planète. Et on appelle ce pourcentage FP. Ce qu'on connaît le mieux, c'est notre système solaire, qui s'est formé avec un Soleil et 8 planètes autour. La question est donc de savoir si c'est commun dans notre galaxie, ou alors si c'est plutôt une exception. La découverte et l'étude d'exoplanètes, c'est-à-dire de planètes qui sont en dehors de notre système solaire, est un domaine de recherche qui a explosé dans les dernières décennies. La première exoplanète a été découverte dans les années 90 grâce à des observations effectuées à l'Observatoire de Haute-Provence. C'est d'ailleurs l'année dernière, en 2019, que les astronomes Michel Mayor et Didier Queloz ont été récompensés par un prix Nobel pour cette découverte. On a aujourd'hui plusieurs milliers d'exoplanètes dont la présence est confirmée dans notre galaxie. Grâce à toutes ces nouvelles observations, on sait maintenant que la présence d'au moins une planète autour d'une étoile est plus une règle qu'une exception, et que FP, le pourcentage de chances qu'il y ait une planète autour d'une étoile, s'approche donc de 100%. Sur ce point, notre système solaire, composé de planètes autour d'une étoile, apparaît donc comme presque banal. On a ensuite besoin de savoir quel pourcentage parmi ces planètes est potentiellement habitable. C'est le facteur NE. Si on considère que l'eau est à la base de la vie partout comme sur Terre, il est assez facile de s'imaginer le nombre de planètes habitables par système. Une planète habitable, c'est tout simplement une planète qui se trouve à la bonne distance de son étoile pour avoir de l'eau liquide à sa surface. Du coup, c'est simple. Si la planète est trop proche de l'étoile, il fait trop chaud, donc l'eau est sous forme de vapeur. Mais si la planète est trop loin,
il fait trop froid et l'eau est sous forme de glace. Si on considère simplement cette définition, c'est assez facile d'estimer le nombre de planètes habitables par système solaire. Des astronomes ont ainsi mesuré que pour des étoiles similaires au Soleil, environ 40% d'entre elles devraient avoir une planète de taille similaire à la Terre dans sa zone habitable. Dans notre système solaire, il y a en théorie 3 planètes qui se trouvent dans cette zone habitable. La Terre, bien sûr, mais aussi ses 2 plus proches voisines, Mars et Vénus. Mais on voit bien que Mars, telle qu'elle est maintenant, ne semble pas vraiment habitable pour des formes de vie proches de la nôtre. C'est pas pour demain les vacances sur Mars. Il faut donc probablement considérer d'autres critères d'habitabilité, comme la présence d'une atmosphère, mais aussi voir d'autres facteurs pour mener à l'apparition de la vie. Jusque-là, tous les facteurs de notre équation ont trouvé une réponse grâce à des observations scientifiques. On sait donc qu'il existe un grand nombre de planètes potentiellement habitables dans notre galaxie. Et on peut donc se dire que Fermi avait raison pour l'instant. C'est bien un paradoxe qu'il y ait autant de planètes habitables, mais que personne ne nous ait encore contactés. Mais on va voir que c'est à partir du prochain facteur que les choses se compliquent. Avec pour commencer le facteur F-Life. Le facteur F-Life, c'est les chances que la vie se développe sur cette fameuse exoplanète habitable qui est à bonne distance de son étoile. On va pas se mentir, en fait on sait pas bien comment se forme la vie, ni quelles différentes formes elle peut prendre. Est-ce qu'on parle déjà forcément d'une vie similaire à nous, ou est-ce qu'on peut s'imaginer une chimie complètement différente ? Et si on part sur l'idée d'une chimie complètement différente, alors tout est possible et imaginable. On peut imaginer des êtres visqueux qui tirent des feux d'artifice quand ils parlent, ou encore des poissons qui volent et des oiseaux qui marchent seulement à reculons. Bref, t'as compris, tout est possible. Retournons un peu dans le monde réel. Comment les scientifiques travaillent sur cette question de la formation de la vie ? Il y a plusieurs missions spatiales en projet pour envoyer des sondes sur d'autres lieux de vie potentiels. Encelade, une des lunes de Saturne et Europe, une des lunes de Jupiter sont recouvertes d'une couche de glace qui semblerait cacher d'immenses océans. On a vu que l'eau était à la base de la vie, donc peut-être que ces océans abritent aussi des formes de vie. Il y a également une autre mission spatiale pour aller sonder Titan, une autre lune de Saturne. Oui, Saturne se fait un kiff. C'est la planète avec le plus de lunes, de satellites dans le système solaire. Elle en a juste 82, rien que ça. Sur Titan, il n'y a pas d'eau liquide à la surface, mais des lacs d'éthane et de méthane liquide. Il pourrait donc y avoir à l'intérieur des formes de vie basées sur une chimie complètement différente de la nôtre. Pour essayer de comprendre si ces formes de vie aussi différentes pourraient exister, les scientifiques étudient sur Terre des formes de vie qui existent dans des conditions extrêmes, comme dans les glaces de l'Antarctique ou dans des sources d'eau chaude acide. Ils étudient par exemple les tardigrades, on les appelle aussi, et c'est plus mignon, les oursons d'eau. Ce sont de prodigieuses créatures microscopiques qui résistent à des températures allant de -72 à plus 150 degrés, et qui peuvent même survivre dans le vide spatial. En plus de ces expériences assez locales, les astronomes étudient les atmosphères de planètes en dehors de notre système solaire pour essayer de détecter des signes de vie microbiens, c'est-à-dire des biosignatures. Par exemple, de l'oxygène, pour des formes de vie proches de celles sur Terre, ou de phosphine, comme ça a été le cas sur Vénus. Donc pour le moment, le facteur F-Life qui décrit l'apparition de la vie est passionnant mais reste très difficile à estimer, surtout parce qu'on a un seul exemple qui est celui de la vie sur Terre. Mais admettons que la vie apparaisse. Pour que les aliens puissent nous contacter, il faut d'abord que cette vie soit intelligente, pas comme notre tardigrade invincible. Le facteur FIL, c'est le pourcentage de chance qu'à partir de cette vie qui s'est formée, arrive une vie intelligente. Alors pour le facteur FIL, là on en sait encore moins. On est un peu sur un vide intersidéral pour notre équation. La neuroscience essaye de comprendre ce qu'est l'intelligence chez les animaux et chez les humains, mais c'est très complexe. On commence à voir déjà que pour qu'une vraie civilisation existe, il commence à y avoir beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas forcément. Peut-être que le paradoxe de Fermi n'est pas si paradoxal que ça. On va quand même continuer notre chemin de pensée. Admettons qu'une forme de vie intelligente s'est développée. Quelles sont les chances maintenant qu'elle atteigne un niveau technologique suffisamment avancé pour pouvoir communiquer à travers la galaxie? C'est notre avant-dernier facteur, F-Tech. Alors déjà, ça veut dire quoi communiquer? Là, c'est plutôt simple. Soit c'est se rendre directement sur place pour prendre une bière, soit c'est de pouvoir envoyer ou recevoir des signaux qu'on pourrait comprendre. Une bonne manière de voir si c'est compliqué, c'est déjà de se demander jusqu'où on est allé et jusqu'où on a pu envoyer des signaux nous-mêmes. On en est où alors? L'objet qu'on a réussi à envoyer le plus loin, c'est la sonde Voyager, qui a été lancée dans les années 70. En 40 ans, on peut imaginer peut-être qu'elle a eu le temps de se balader dans notre galaxie en faisant un stop apéro sur Pluton, mais en fait, pas du tout.
Il lui faudra encore 16 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche, donc on va oublier pour l'instant l'idée de traverser notre galaxie. Ok, peut-être qu'envoyer des objets c'est encore chaud pour nous, mais qu'en est-il des signaux de communication? La plupart des signaux qu'on peut envoyer ne sont pas assez forts pour aller bien loin. Et le message le plus puissant qu'on ait envoyé a parcouru pour le moment 44 années-lumière. Ça peut sembler pas mal, mais en fait c'est pas grand-chose par rapport à la taille de notre galaxie, qui fait 53 000 années-lumière de rayon. Là déjà tu te dis, on n'est pas loin dans notre galaxie, alors à l'échelle de l'univers c'est vraiment rien. On se rend bien compte que c'est pas si facile que ça d'atteindre un niveau de technologie suffisant pour pouvoir communiquer avec des aliens. Mais bon, on continue dans notre équation, et on va admettre qu'il existe des civilisations suffisamment avancées technologiquement pour pouvoir communiquer à travers la galaxie. Ce qui nous amène à notre dernière étape, le facteur L. Le facteur L, c'est le temps qu'une telle civilisation pourrait exister pour savoir s'il y a des chances qu'elle soit pile poil synchro pour exister en même temps que nous. Mais ça pareil, ça reste des spéculations. Est-ce que les civilisations ont tendance à l'autodestruction? Ou au contraire, est-ce qu'une fois atteint un niveau technologique suffisant, elles sont inébranlables? Clairement, les scientifiques n'ont pas de boule de cristal, et ce facteur-là, on est d'accord, ils ne vont pas le sortir du chapeau. On a vu maintenant tous les termes. Pour que des aliens puissent nous contacter, il faut qu'il existe d'autres systèmes solaires, avec des planètes, dont certaines habitables, que la vie se développe et qu'elle devienne intelligente, et enfin qu'elle atteigne un niveau technologique suffisant pour pouvoir nous contacter, et bien sûr le tout de manière synchro avec nous-mêmes. Tu comprends maintenant un peu mieux pourquoi il est si difficile de savoir s'il existe d'autres civilisations dans notre galaxie. Même en essayant de prendre des valeurs raisonnables pour les différents paramètres inconnus, en fonction des hypothèses choisies, on peut arriver à une valeur de n bien inférieure à 1, et dans ce cas-là, le fait de ne pas encore avoir croisé d'aliens semble tout à fait raisonnable, mais on peut aussi arriver à une valeur de quelques centaines de milliers de civilisations. Et dans ce cas-là, on serait bien dans une situation paradoxale. On pourrait se demander pourquoi personne ne nous a encore appelés. Vu qu'on n'a pas encore de réponse définitive, à quoi ça sert alors l'équation de Drake? Eh bien, au lieu d'être face à une grande question, on se retrouve face à de nombreux aspects, certains qu'on peut étudier de façon indépendante, et d'autres qui semblent pour le moment très difficiles à déterminer. On sait par exemple qu'il doit exister un grand nombre de planètes potentiellement habitables dans notre galaxie, mais on a encore bien du mal à comprendre la formation et l'évolution de la vie. Donc quelles sont les possibles réponses au paradoxe de Fermi? Il est possible que la vie soit très difficile à former et que notre planète soit effectivement un cas particulier. On pourra éventuellement avoir une meilleure idée là-dessus en explorant notre système solaire pour voir si d'autres formes de vie s'y cachent. Une autre possibilité serait que d'autres civilisations existent ou ont existé, mais qu'aucune n'ait existé assez longtemps pour développer une technologie suffisante pour communiquer à travers la galaxie. Et en voyant ce qui se passe chez nous, on pourrait bien croire à une tendance à l'autodestruction. Enfin, et c'est encore plus du domaine de l'hypothèse, on peut penser que des civilisations technologiquement avancées existent bel et bien dans notre galaxie, mais que pour certaines raisons, elles font le choix de ne pas entrer en communication avec nous. J'espère en tout cas qu'à présent, vous avez une petite idée sur l'existence d'une vie extraterrestre, mais je suis sûre que vous vous rendez bien compte de l'immensité de l'univers et des mystères incroyables qu'il peut nous offrir. Allez, salut, on garde contact et on s'appelle! Vous avez adoré notre premier vers sur la théorie de la relativité restreinte? Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisse découvrir la vidéo ici. Allez, clique. Allez, clique. Allez, clique. Allez, clique.